Bienvenue sur l'émission Introspection, un rendez-vous à ne pas manquer où nous découvrons des personnalités emblématiques sous un autre prisme. Nous allons chercher le savoir-être derrière le savoir-faire et ce qui motive leurs actions au quotidien. Aujourd'hui, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Catherine Malaval, historienne, chef d'entreprise et présidente de Femmes Business Angel. À tout de suite. Catherine Malaval, bonjour. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez répondu présente à l'appel immédiatement et j'en suis ravie parce que vous êtes une historienne, mais une historienne pas comme les autres. Vous avez fait un doctorat sur l'histoire des entreprises et ça, c'est un sujet qu'on connaît moins bien. Donc, ça serait intéressant que vous nous en parliez. On va d'abord découvrir la petite fille que vous étiez, l'adolescente que vous êtes devenue et pourquoi ce choix. Alors, effectivement, je m'oriente vers des études d'histoire à un moment où l'histoire des entreprises est assez naissante en France. Et ma thèse de doctorat portait sur l'histoire de la presse d'entreprise au XXe siècle. C'était un sujet qui m'intéressait. Je voulais comprendre les fonctions sociales, politiques, les fonctions aussi de motivation de ce média. Et donc j'ai identifié un certain nombre de fonds pour pouvoir retracer cette histoire de la presse des entreprises au XXe siècle. Et alors après, donc ça, vous l'avez enseigné, comment vous l'avez mis en pratique? Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce doctorat? À l'époque, donc j'étais jeune historienne à l'école des hautes études en sciences sociales, avec comme professeur notamment Patrick Fridanson, qui lui était un des grands professeurs qui avait fait sa thèse sur l'histoire de Renault. J'avais aussi François Caron, l'histoire des chemins de fer, Michel Perrault, qui a beaucoup écrit sur l'histoire des femmes. Et à ce moment-là, en France, de nombreuses entreprises éprouvent le besoin de retracer leur histoire, parce qu'il y a des mutations en fait sociales, un certain nombre de faits qui font que il faut se replonger vers ses racines. Et donc les premières entreprises sur lesquelles je travaille, ce sont des entreprises extrêmement techniques. Les premiers travaux que j'ai été amenée à faire, ce sont des centrales thermiques. Donc j'ai par exemple retracé et écrit l'histoire de la centrale thermique de Saint-Denis, où aujourd'hui Luc Besson a ses studios. Parmi les exemples les plus emblématiques, la société Zodiac, créée en 1896, ou l'histoire de l'Alsacienne, les biscuits l'Alsacienne. Zodiac, vous la connaissez bien, cette société? Exactement. Vous pouvez... Je la connais bien parce que c'est une société dont j'ai vraiment trouvé les racines. Une histoire très compliquée à reconstituer. La fin du 19e siècle, une période très inventive dans les entreprises françaises, une période d'ingénieurs. Et donc, à l'époque, ce sont trois aérostiers qui décident de proposer un petit parc aérostatique à Paris dans la perspective de l'exposition universelle. Et ça consiste à proposer à des Parisiens la possibilité de découvrir Paris vu du ciel en s'élevant dans un ballon captif. Et puis c'est les débuts de la photographie également. Et donc les Parisiens descendaient du ballon et se faisaient prendre en photo pour garder le souvenir de ce moment mémorable. Ensuite, c'est les débuts aussi Zodiac, en fait, le ballon libre, le ballon captif, et puis ensuite l'aviation, les débuts de la photographie aérienne également. Et c'est une société qu'on connaît beaucoup par le nom du bateau pneumatique, mais qui est passée de l'air à l'eau par le Zodiac au moment de l'évolution et de la société des loisirs des années 50, et ce qui m'a effectivement donné la chance de rencontrer à l'époque, au moment de ses recherches, le commandant Cousteau ou Alain Bombard, qui était parti à la dérive dans l'Atlantique et qui avait vécu cette expérience qui a beaucoup marqué les Français de l'époque. Et puis ensuite, c'est une société qui est revenue à l'aérien dans les années 70,
au moment où la France entreprend de faire des essais nucléaires dans le Pacifique et des essais sous ballon. Et on rappelle les vieux aérostiers pour qu'ils puissent rapporter ce savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est un grand groupe aéronautique. Grand groupe que l'on connaît. Est-ce qu'avec votre expérience et étude de ces sociétés à travers le temps, celles qui sont tenues par des familles se développent davantage parce que de génération en génération, on va vouloir aller de plus en plus loin, ou au contraire, ce sont des financiers qui vont prendre la main avec peut-être plus de moyens? Qu'est-ce que vous avez pu constater avec une vision globale, bien sûr? Alors, on voit bien, effectivement, il y a de nombreux travaux là-dessus, que les entreprises familiales on en compte de nombreuses centenaires et ont une façon d'appréhender à la fois la transmission des savoir-faire, l'évolution, l'évolution de leur marché, et puis à sans cesse finalement se réinventer en fonction de leur époque. Et c'est ce qui fait finalement leur durabilité. Et alors, cet intérêt pour le monde des entreprises depuis leur plus jeune âge, vous est arrivé à quel âge? Vous avez le souvenir de vous dire, je vais faire ça plus tard, je vais m'orienter vers ça? Alors, pas vraiment, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, je viens d'un univers extrêmement, on va dire, plutôt rationnel, d'ingénieur, de scientifique, et j'ai toujours eu cet équilibre entre, finalement, ce monde-là, et puis un intérêt aussi pour les histoires et l'histoire des entreprises est une bonne association des deux parce que effectivement le monde de l'ingénieur aussi, c'est une culture de la preuve, et c'est l'historien, c'est ça, c'est qu'on cherche, on est dans la recherche, comme les scientifiques, on est dans la recherche, on est dans la preuve, on est dans l'argumentation, et puis in fine, on a envie de transmettre de la façon la plus intelligible possible ce savoir-faire. Et alors, vous l'enseignez dans quelle université? Où est-ce qu'on pouvait vous écouter? Alors, je ne l'enseigne pas. Ça a été ma première vie professionnelle, où j'ai écrit donc de nombreuses histoires d'entreprise. Et puis ensuite, à un moment où en France se développaient des questions de culture d'entreprise, d'identité, j'ai rejoint des groupes de communication corporate éditoriale pour vraiment montrer l'importance dans la performance d'une entreprise, de la culture d'entreprise, de la compréhension de ses valeurs, de son identité. Et j'ai été donc pendant un certain nombre d'années directrice générale en charge de ces stratégies de contenu. Et en 2014, il y a 10 ans, j'ai créé une société, Neotopics, en réunissant en fait l'ensemble de ces savoir-faire pour accompagner des entreprises à des moments de transformation. D'accord. Et là, vous êtes devenue entrepreneuse. Et là, je suis devenue entrepreneuse. Exactement. Et puis, vous êtes intéressée à ces questions d'argent, où vous avez pu constater que les femmes avaient peut-être des choses à apprendre sur le sujet. Et ça sera l'objet de la seconde partie de notre émission. À tout de suite. Catherine, vous avez un parcours on ne peut plus varié. Vous êtes donc historienne, on en a parlé, chef d'entreprise, présidente de Femmes et Business Angel. Comment tout ça s'est succédé? Alors après avoir été historienne pendant un certain nombre d'années, donc les histoires d'entreprise que j'évoquais, j'ai rejoint des groupes de communication à la direction générale en charge des stratégies de contenu pour finalement insuffler des notions de culture d'entreprise, d'identité, et montrer en quoi ça pouvait être un facteur de performance pour des entreprises. Donc j'ai piloté on va dire, dans un jargon de grosses business units, de grands groupes de communication sur ces sujets. Et puis en 2014, il y a 10 ans, j'ai souhaité créer mon entreprise. Une entreprise qui accompagne de grandes entreprises ou des organisations à des moments clés de leur transformation. Donc ça peut être l'equity story, ça peut être un plan stratégique, ça peut être aussi une histoire de l'entreprise, mais des moments qui sont vraiment transformateurs. Et donc effectivement, je suis à ce moment-là devenue chef d'entreprise. Et le lien avec Femmes Business Angel, c'est que je m'interrogeais sur la façon de réinvestir une partie des dividendes, et c'est d'abord passé par une réflexion autour du mécénat, et je suis devenue membre du cercle des femmes mécènes du musée d'Orsay. J'ai par ailleurs
en souvenir de mes années d'historienne, adopté une table à la Bibliothèque nationale. Et peu à peu, j'ai découvert cette activité de business angel qui consiste à investir dans des startups. Et en tant que chef d'entreprise, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a souvent cette solitude du chef d'entreprise. Et bien finalement, que là, on est confronté à des entreprises beaucoup plus jeunes qui ont les mêmes problématiques de développement d'un marché, de trésorerie, d'investissement. Et c'est ainsi que je suis devenue business angel en investissant dans des sociétés. Alors, première question, est-ce que vous avez aimé cette vie de chef d'entreprise? Alors, je le suis toujours. Ouais. Ça continue. Ça continue, puisque présidente de Femmes Business Angel, c'est une activité bénévole. Et c'est une activité, effectivement, complètement très, très intéressante, très épanouissante, parce que finalement, on est confronté à soi-même, à une idée de ce qu'on a du développement d'une activité qui est originale, qui répond à un besoin. Donc le sentiment aussi d'être utile à des entreprises quand elles veulent par exemple gagner un projet, mais finalement on est partie prenante et c'est cette vie de chef d'entreprise qui est intéressante. Et vous vous sentez seule quelquefois? Vous avez cette solitude de l'entrepreneur, un petit peu la peur de l'avenir, ou vous êtes plutôt décontractée, confiante et vous savez que vous êtes sur des sujets qui sont pas prêts de désintéresser vos clients? Alors, je crois que quelles que soient les échelles, qu'on soit à la tête d'une petite entreprise ou finalement d'une très grande entreprise, il y a toujours un moment où la prise de décision, elle se fait quand même en son âme et conscience. Donc, on peut parler à ce moment-là de solitude. Ensuite, moi, j'ai confiance à la fois en ma bonne étoile, mais pas seulement, au savoir-faire qui est proposé et l'originalité de ce positionnement qui finalement a relativement peu de concurrents. Et quand vous investissez, qu'est-ce qui va vous rassurer quand vous investissez? Pourquoi vous allez choisir telle entreprise plutôt qu'une autre, tel sujet plutôt qu'un autre? Est-ce que ce sont les fondateurs ou le projet? Alors il y a plusieurs raisons. L'équipe est essentielle, ça c'est clair, c'est quelque chose qu'on se dit toutes. Une équipe qui doit être à la fois complémentaire, un équilibre entre par exemple l'ingénieur et un commercial, que ce soit un homme ou une femme, une équipe complémentaire, une équipe qui va être expérimentée, mais aussi une équipe qui est engagée, c'est-à-dire qui ne développe pas seulement son entreprise par de la dette, mais qui a mis aussi ses fonds propres dans cette aventure. Donc ça, c'est les premiers critères. Une entreprise que potentiellement on pourra peut-être accompagner ou aider, parce que quand on est business angel, en fait, il y a deux dimensions, la dimension business et la dimension, on va dire, angel. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on apporte à la fois, bien sûr, du capital, mais aussi des connaissances et potentiellement des contacts pour cette entreprise. Ensuite, on va analyser le marché, qui est important, savoir si l'entreprise n'a pas trop de concurrents, finalement, si la concurrence est trop forte, c'est un peu difficile. Si les barrières à l'entrée, au contraire, ne sont pas trop faibles, on va étudier le réglementaire aussi d'un secteur d'activité, le niveau de traction commerciale, parce qu'en fait, on investit, quand on est business angel, on investit dans des entreprises à fort potentiel d'innovation. Donc d'innovation d'usage, une innovation de rupture. Et il faut que l'entreprise nous démontre sa traction commerciale et sa capacité en quelques années à prendre une place sur un secteur d'activité. Donc ça, ce sont les critères principaux. Puis ensuite, il y a aussi un certain nombre de choses trappes ou de risques qu'on essaye d'éviter. Je sais pas, si une société est trop dépendante de ses fournisseurs ou si son marché est trop petit. Il y a un certain nombre de points de vigilance qu'avec l'expérience, on apprend à connaître. Et chez Women Business Angel, alors, il y a beaucoup de succès? Alors, depuis 20 ans, collectivement, on a investi dans 200 startups. L'année dernière, on a investi 1,5 million dans 17 startups. Donc ça veut dire qu'on trie vraiment, puisqu'on reçoit environ 1000 dossiers. Des succès, il y a des succès. Il y a aussi des échecs ou des sociétés qui sont toujours dont on n'est pas encore sorti. Mais évidemment, c'est à peu près les mêmes chiffres que qu'on retrouve sur l'ensemble du marché, que ce soit en multiples de
de valorisation. On reste sur du capital risque, de l'amorçage, du pré-amorçage, et donc il y a du risque. Et alors, pourquoi si peu d'investisseuses par rapport aux investisseurs, selon vous? Alors, pourquoi si peu d'investisseuses? Là, alors, il y a des freins qui sont connus, en fait, mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye de dépasser ces freins. Il y a d'abord la préférence des femmes pour de l'épargne de type un peu réglementé, de type l'assurance vie, les plans d'épargne retraite. Donc avec Vous avez peur alors de prendre des risques, vous pensez? Il y a aussi, oui, il y a une certaine relation, aversion au risque, ou même un niveau de confiance. Vous voyez, une étude sur le risque montre que même quand on demande simplement à des femmes quelle est leur confiance en l'avenir, il y a un écart de 15 points entre la réponse des femmes et des hommes. Il y a une question qui me taraude. Pourquoi cet intérêt pour l'investissement féminin? Qu'est-ce qui anime tout ça derrière vos actions? Alors, j'ai rencontré le réseau Femmes Business Angel, qui était à ce moment-là partenaire du Cercle des femmes mécènes. Et par ailleurs, je suis également cofondatrice d'une société d'investissement dans l'art contemporain. Et tout ça, ce mix, a fait que j'ai trouvé intéressant le positionnement de Femmes Business Angel, parce que ce sont des femmes investisseuses, mais qui investissent dans tout secteur d'activité, des entreprises portées par des hommes, des équipes mixtes ou des femmes. Et ce qui m'intéressait, c'est que finalement, c'est une minorité de femmes, puisque 15% de Business Angel, et que derrière tout ça, il y a vraiment un enjeu de société, puisque comme les femmes épargnent, on voit bien qu'on peut faire quelque chose de cet argent. Voilà. Et ça va être une formidable passerelle pour aborder le sujet suivant. Merci Catherine. Catherine, en fait, je vous ai découverte à travers un article passionnant que vous avez écrit dans ce nouveau média, dont vous allez nous parler. Avant que j'avance un petit peu plus dans mes questions, qu'est-ce qu'on peut dire de ce média? Il a quelques mois, il a été... Oui, c'est un média qui s'appelle Sans doute, qui a été un média en ligne, qui a été créé par deux frères, Jean-Christophe et Édouard Bocongibaud, avec en direction de la rédaction Gérard Bonos, et avec l'idée de réunir une trentaine de voix qui comptent, qui ont des choses à dire sur des sujets d'économie, de société, de politique. Voilà. Et alors, dans cet article, j'étais très interpellée parce que vous dites que si l'argent épargné par les femmes était investi dans l'économie, la crise européenne pourrait être réglée? J'ai bien lu? Alors, si on raccourcit très vite, effectivement, l'article a été titré « Les femmes à la rescousse de l'industrie européenne ». Effectivement, si on lit le rapport Draghi, on voit que la recherche se porte sur environ 800 milliards d'euros, ce qui est un investissement important pour l'économie européenne, mais pour lui permettre de rester dans la course mondiale. En pourcentage du PIB, c'est plus que le plan Marshall. Et en fait, Monsieur Draghi a identifié l'épargne privée comme étant une source potentielle. Et dans cette épargne privée, on voit, sans distinguer les hommes et les femmes, mais on voit que finalement, les femmes investissent relativement peu dans de l'investissement productif, alors qu'elles épargnent énormément. Et des études montrent au niveau mondial que si les femmes investissaient dans l'économie réelle, 3200 milliards pourraient être injectés dans l'économie mondiale. Et donc, c'est un gisement assez extraordinaire qui consisterait à mobiliser les femmes, ce que nous faisons chez Femmes Business Angel, et les mobiliser pour qu'elles franchissent ce pas vers l'investissement en leur montrant finalement le sens de cette action, qui ça peut être un sens, on va dire, plus politique, économique, de souveraineté française, de compétitivité européenne, puisque c'est l'objet du rapport Draghi, et d'accompagner les entreprises qui se développent aujourd'hui. Mais ce sont des chiffres vertigineux. Vertigineux. Est-ce qu'on leur demande d'investir 100% de leur épargne, ou c'est pris sur une partie, parce que pour casser les biais, faire en sorte qu'elles n'épargnent plus, qu'elles aillent finalement investir un petit peu dans des sociétés à risque?
Comment faire pour les rassurer et aussi comment faire pour les embarquer parce que si l'économie peut être restaurée grâce à ça et de ce fait la place des femmes, on a tout à gagner. Alors, ce qu'on voit déjà globalement historiquement, que ce soit femmes ou hommes, c'est que l'épargne privée est fortement contributive du développement de l'économie et à globalement 4/5, le reste étant des financements publics. Et donc, finalement, le fait que... alors, ça peut être des incitations fiscales, ça peut être un certain nombre de choses, d'incitations, mais pour donner effectivement envie de mobiliser son épargne, une petite partie parce que quand on investit dans une start-up, effectivement, le capital devient illiquide et d'investir une petite partie dans cet investissement productif. Et il ne s'agit pas d'avoir en plus des sommes considérables, puisque souvent, nous, ce qu'on recommande aux femmes, c'est de commencer par de se lancer, parce que c'est le plus dur, c'est le premier pas. On le voit sur les plateformes de crowdfunding, les possibilités sont relativement modestes, mais en tous les cas d'apprendre, parce que en investissement, même peu, mais on apprend peu à peu à ce que c'est qu'un investissement, ce que c'est qu'un risque, comment il faut aussi prendre ses pertes, comment il faut réallouer son portefeuille. On apprend aussi beaucoup sur l'économie émergente, les sujets qui vont faire l'entreprise de demain, et donc voilà. Est-ce que ça fait partie des actions de Femmes Business Angel d'essayer peut-être d'embarquer davantage de femmes dans cette voie ? Oui, on a notre mission première qui est de mettre en relation des femmes avec des startups et de faire en sorte qu'elles investissent. On les accompagne énormément puisque chaque nouvelle investisseuse a une marraine. Qui lui permet de faire ses premiers pas. Et puis, par ailleurs, les instructions sont collectives, même si chacun ensuite investit individuellement. Mais les instructions sont collectives pour que finalement, une femme qui arriverait, elle peut participer à une instruction parce que d'autres femmes seniors qui ont déjà investi dans une dizaine, une vingtaine ou plus de startups puissent être puissent être des exemples dans la façon de poser des questions, la façon d'analyser un dossier et de finalement d'aider à cela. Mais c'est tellement intéressant et passionnant. Est-ce que vous avez envie d'aller écrire des tribunes et de diffuser cette information qui est quand même pas dénuée de conséquences positives? C'est vrai de l'énergie. On le voit que finalement plus de femmes investisseuses, c'est potentiellement plus de capitaux en direction de cette économie et de cette économie du futur, mais aussi plus de femmes investisseuses, c'est plus de femmes au capital des entreprises. Et on le disait en évoquant les entreprises familiales, mais aussi des entreprises dont le capital est plus diversifié, pas seulement par les femmes, mais par aussi de l'intergénérationnel. Eh bien, ce sont des entreprises qui sont plus performantes. Et puis, plus de femmes investisseuses, c'est aussi plus potentiellement d'investissement, d'exemplarité vers des entreprises aussi qui sont peut-être plus mixtes ou qui, aujourd'hui, même quand on investit dans une entreprise qui a été créée par des hommes, si on identifie des femmes qui peuvent entrer au capital dans leurs équipes, qui étaient salariées, eh bien, on va les encourager à trouver des solutions pour que ces femmes soient intéressées aussi aux résultats de l'entreprise. Oui, il y a des nouveaux modèles économiques dans les entreprises comme ça qui sont très intéressants, effectivement. Mais Catherine, merci beaucoup pour cet éclairage qui, j'espère, donnera envie à de nombreuses femmes de s'engager dans cette voie. Et on va tout de suite passer à la dernière partie de cette émission. Donc Catherine, on voit à quel point ce sujet est important. Oui. Donc quels conseils vous pourriez donner aux femmes qui nous écoutent par rapport à l'investissement ? Le premier, c'est d'oser, s'informer. C'est vrai que le fait de rejoindre un réseau qui est 100% féminin, eh bien, on n'hésite pas de poser des questions. Il n'y a pas de questions sans réponse, il n'y a pas de questions taboues. Et de fait, on s'accompagne vraiment les unes les autres dans cette démarche d'investissement. Donc ça, c'est un point, je dirais, assez clé. Sachant qu'il y a même des déductions fiscales, encore jusqu'à ce jour, on sait que ça peut bouger, mais donc le risque est encore diminué puisqu'il y a une déduction fiscale lorsqu'elles investissent. Un petit mot là-dessus. Alors, effectivement, quand
les entreprises qui à la fois bénéficient du crédit impôt recherche ou les entreprises qui ont été qualifiées par le passé de jeunes entreprises innovantes sont des entreprises qui ont bénéficié, les femmes ont, les investisseurs ont bénéficié de déductions fiscales et ça peut être aussi un argument parfois, en tous les cas incitatif pour aller investir. Encore un petit peu. Voilà, les personnes qui hésitent un petit peu. Est-ce que depuis 2 ans, par exemple, vous voyez une accélération du nombre de femmes qui investissent ou ça reste assez encore homéopathique? Alors, un peu plus de femmes investisseuses, un léger rajeunissement aussi. L'âge moyen, ça serait? Alors, chez Femmes Business Angels, c'est 55 ans, ce qui fait que nous, ça fait un réseau, on va dire, entre guillemets, plus jeune que les réseaux mixtes ou masculins qui ont une moyenne d'âge à 61 ans. Et parmi les plus récentes investisseuses, on baisse un petit peu la moyenne d'âge à 48 ans. On a une typologie, en fait, en 3/3, des femmes qui sont des femmes dirigeantes, directrices générales dans des grandes entreprises, donc un certain niveau de revenus, des professions libérales, experts comptables, avocates, fiscalistes, comme moi des chefs d'entreprise, soit qui sont chefs d'entreprise en activité, soit qui ont revendu leur entreprise et qui finalement souhaitent réinvestir dans d'autres entreprises. Donc ces femmes-là sont de plus en plus nombreuses puisqu'il y a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise et donc de plus en plus de femmes qui sont amenées potentiellement à investir de cette façon-là. Et puis j'imagine que les femmes qui vont partir à la retraite peut-être vont plus investir pour conserver une activité, un droit de regard, peut-être devenir administratrice d'une des sociétés dans lesquelles elles pourraient investir. Alors elles sont très actives, donc je vous donnais une moyenne d'âge, mais les plus anciennes peuvent avoir plus de 80 ans et sont des femmes encore très au fait de tous ces sujets de fiscalité et d'investissement et très impliquées parce qu'en fait, ces femmes effectivement d'une soixantaine d'années, c'est une possibilité pour elles de continuer une activité et de développer, en fait, continuer une activité d'une certaine manière en investissant dans des startups qu'elles suivent et qu'elles accompagnent. Merci Catherine pour cet entretien extrêmement enrichissant. Merci. Qui donnera, je l'espère, l'envie à de nombreuses femmes d'investir. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission Introspection avec un autre invité de marque.